On va donc passer à la prochaine présentation, qui est celle de de Sabine Grotenbril, Lucie Lemoigne et Jean-François Lefebvre, qui vont revenir sur les décors de la villa de Chiron au Luxembourg. Voilà, nous revoici cette fois pour parler de décors qui ne viennent pas de Belgique, mais de nos cousins, les luxembourgeois. On a déjà eu l'occasion de vous présenter le décor de la pièce 10 de la villa de Chiron, donc on ne reviendra pas. Donc aujourd'hui, ce seront les salles qui se trouvent autour de cette pièce remarquable qui vont être présentées. Ce travail, en fait, c'est le résultat de travaux menés depuis 2015 jusqu'en 2022 en collaboration avec le Centre national de recherche archéologique du Luxembourg, et donc la fouille de la villa étant dirigée par Véronique Beaver, qui nous fait le plaisir de sa présence et donc avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pendant toutes ces années. Cette étude a été menée donc au Centre d'études des peintures murales romaines et a été menée par Lucie Lemoigne, Jean-François Lefebvre et moi-même. Faut savoir que pour l'étude de ces peintures et le travail sur cette fouille, nous avons vraiment été présents à la fois sur la fouille pour mettre en place les protocoles méthodologiques de prélèvement, mais également en tant que conseil expert pour les peintures qui étaient in situ. Et donc pour l'instant, toutes les peintures qui étaient in situ sont restées in situ et ont été maintenues. Donc il y a eu les travaux de consolidation qui ont été faits, puisque pour l'instant, on ne connaît pas le devenir de la villa, s'il y aura un projet de musée de site ou si elle sera réenfouie. Mais donc, avant de faire les dépôts éventuels, pour l'instant, les peintures sont gardées in situ. Quelques vues de cette collaboration, j'aurais dû la mettre avant, voilà, de toutes ces activités que nous avons menées depuis 2015. Donc, pour rappel, la villa de Chiron donc est assez bien connue. C'est un vaste bâtiment qui occupe une surface importante de 8 ou 9 hectares, pardon, et fait partie de ces grands domaines qui rayonnent autour de Trèves. La villa, donc le bâtiment de la Pars Urbana a été fouillé dans le cadre de travaux d'élargissement d'une grande voie routière que l'on devine ici et qui impactait sur cette partie-là, cette avancée, ce bastion en avant de la villa. Donc les éléments sur lesquels nous avons travaillé et où de nombreuses peintures ont été découvertes se trouvent dans la partie centrale, dans l'axe de la villa. Alors pour mémoire, donc la pièce 10 dont je ne parlerai pas aujourd'hui et qui est publiée dans différents supports, notamment le Pictor 8 et dans les actes que nous attendons avec impatience de Naples pour la IPMA, avec ce décor remarquable aussi bien par son iconographie mais aussi par son écrin architectural particulier. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter donc la pièce d'Apparat, donc qui est la pièce 25 sur le plan. Il s'agit d'une grande pièce qui fait 10 mètres par 9 et qui est conservée, donc ces enduits peints encore in situ sur les murs, avec de très belles imitations de marbre encore visibles. Ces peintures ont été altérées par un incendie, et d'où les nuances de couleurs que vous pouvez observer sur les photos. Ces peintures, donc, comme je vous l'ai dit, ont fait l'objet d'un enregistrement archéologique, relevé photographique et d'une consolidation in situ par toute l'équipe des archéologues et restaurateurs de Soissons, ce qui permet d'avoir un ensemble de documents à disposition pour l'étude. Donc, au niveau du décor, vous voyez que c'est pas toujours très lisible, mais les peintures in situ sont moins altérées que les peintures fragmentaires que nous allons voir par la suite, qui, elles, sont tombées sur, vraisemblablement, soit le plafond ou le plancher qui était incandescent, et donc là, on a carrément des enduits complètement carbonisés. Ici, vous pouvez encore voir les traces de couleur, enfin, des pigments. Donc, on a une plainte compartimentée, couronnés par une corniche fictive, et ensuite des décors d'imitation de marbre qui sont rythmés par des compartiments ornés de demi-cercles latéraux et de losanges avec cercle inclus. Le losange, vous le devinerez plus tard peut-être, un peu mieux ici peut-être, voilà.
Alors voilà les éléments fragmentaires. Alors ça a été très précieux parce que de nombreuses caisses nous avaient été confiées et a priori c'était très ingrat puisque très peu de choses lisibles et finalement une énorme plaque a pu être reconstituée qui permet, comme vous le voyez là, de lire très précisément le décor. Ah pardon. Donc vous avez l'encadrement que vous avez donc ici. Alors désolé pour la vidéo. Donc on devine l'encadrement, les demi-cercles ici et là, le losange très clair ici et maintenant le cercle ici au centre. Vous voyez qu'au niveau des pigments, tout est complètement faussé visuellement et qu'il a été très compliqué pour nous de restituer ces couleurs, mais cependant, un travail attentif a été réalisé. Cette énorme plaque, donc qui fait plus de 5 mètres de long, peut être restituée sur, en relation avec les peintures encore en place in situ et restituer ce schéma. Donc chaque compartiment est séparé par des piliers ornés de chapiteaux. Alors les chapiteaux, on les avait pas encore vus, hein, le voici. Donc vous reconnaissez ici les petites volutes. Et puis le reste, je vous le laisse deviner. Donc c'est cette observation attentive de chaque élément, de chaque fragment avec nos yeux perçants qui a permis de restituer cet ensemble et de réfléchir sur chaque altération pour essayer de proposer quelque chose qui reste hypothétique mais qui permet en fonction des observations faites sur les peintures in situ moins altérées et celles très altérées fragmentaires de proposer cette version colorée avec toujours ces alternances de marbre rouge et jaune et verte avec des marbres qui semblaient un peu plus folkloriques avec ces touches de vert en haut. Alors au niveau de la datation de ce décor, en fait, c'est le bâti qui nous aide à préciser, puisque les marbres, c'est parfois un peu difficile de trancher clairement sur la chronologie, mais le mur du fond de la pièce, en fait, permet de dater le décor de la même époque que la salle 10, donc la première salle prestigieuse que je vous ai montrée, qui est datée de la deuxième moitié du IIIe siècle, parce que ce mur a été construit pour créer le couloir technique pour alimenter le préfournium de la salle 10 que vous avez ici. Donc on a une datation liée au bâti. La petite salle, ça se ressemble très fort parce que ça a aussi brûlé. Donc ça, c'est la pièce d'à côté qui est un peu plus petite, avec également des peintures in situ, vous voyez, fort altérées, mais où on devine une plinthe noire surmontée de champs rouges, le tout dans un état très altéré par l'incendie, et des éléments du plafond qui ont été soigneusement fouillés et qui ont été mis en évidence par les archéologues du CNRA. Au niveau du fragmentaire, de petites plaques ont permis d'avoir des informations sur ce décor, même s'il est extrêmement lacunaire. Mais on peut observer ici sur ces plaques, à gauche, donc un élément de candélabre où on voit ici un cratère sur lequel est positionné un petit personnage dont on voit le pied ici, et ce cratère est porté par un autre personnage dont on a le bras qui est conservé. Une autre plaque nous montre des pattes arrière de panthères, éléments donc de ces panthères bondissantes que l'on retrouve dans de nombreux décors en Gaule. Donc voilà pour les éléments majeurs. L'observation donc des peintures in situ et du fragmentaire nous permettent de restituer ce décor un peu particulier, un panneau rouge posé sur un champ noir qui délimite des interpanneaux à candélabres déstructurés. Et les panthères donc qui prennent la place au-dessus des panneaux avec des bandes vertes qui ne bordent que les côtés latéraux. Donc là c'était un peu compliqué à comprendre pour trouver l'enchaînement entre l'in situ qui est décoré de tout végétal, et vous voyez qu'on est obligé de les redessiner pour que vous les voyez parce que sinon on ne voit pas grand chose, mais il y a bien des touffes comme celles que l'on vient de voir sur la présentation précédente. Et ce schéma avec une espèce de bandeau sous les panneaux. Donc une forme un peu originale, mais qui fait référence à un décor que l'on connaît déjà bien localement, de la villa de Wichten, qui est à quelques kilomètres de la villa de Schieren, et qui présentait déjà ce type de schéma avec les animaux de grande dimension posés en haut et qui permettent une datation dans la première moitié du IIe siècle. Ensuite, un autre espace
nous a préoccupé, c'est ce qu'on a appelé la pièce 17, mais qu'on a divisé en deux secteurs. Un secteur 17B qui correspond, on va dire, à un couloir, hein, qui permet en fait de se rendre soit dans la pièce 28 que l'on vient de voir, ou dans la pièce 10, donc avec ce très beau décor dont on a parlé. Et cet espace est sans doute lié à l'aménagement de cette pièce 10 avec la construction de ces murs et donc une restructuration. C'est pour ça qu'on a une forme un peu particulière. Dans cet espace, on avait différents enduits encore in situ. C'est ce qui est matérialisé ici par ces couleurs selon les phases chronologiques avec les décors de l'espace 17 qui sont en lien chronologiquement avec ceux de la pièce 28. Des peintures de part et d'autre de la porte de la pièce 10, donc on est ici, donc sur ce mur-là, qui montre un ressaut de mortier qui a permis de dire que, vu l'emmarchement ici, qu'il y avait un plancher qui venait jusqu'à ce niveau-ci du mur, donc qui est matérialisé par cet enduit encore in situ. Donc les peintures murales, elles sont intéressantes au niveau de l'iconographie, mais aussi pour faire ces observations sur le terrain, pour après interpréter d'autres informations, enfin trouver d'autres informations sur les équipements de l'architecture. Donc voici les peintures en place dans l'espace 17, donc le couloir où on a une composition habituelle, hein, avec une plainte kaki et des compartiments rouges et jaunes séparés par des intercompartiments verts assez lumineux. Merci. Oui, donc je continue pour le fragmentaire qui a montré quelques plaques clés, mais qui permet d'avoir un schéma général de la composition, de ce qui se passait au-dessus des peintures en place. Donc des panneaux tantôt à bande verte, tantôt à bande rouge, avec des représentations figurées en haut des panneaux. Donc vous avez ici l'une des plaques essentielles avec un oiseau qui est posé sur le panneau à bande rouge et qui était probablement enrichi d'autres représentations figurées. Et on a notamment la petite plaque en bas à droite qui représente une patte de panthère. Donc et un autre au-dessus avec un élément peut-être de plume ou de pelage, on a du mal à identifier. Donc rien qu'avec ces petits fragments, on arrive à apercevoir la diversité de ces motifs en haut de panneaux qui étaient posés probablement en acrotère et agrémentés d'un objet suspendu, donc un clipéus en centre de panneau. Donc vous avez le gros plan, c'est de la plaque 2 qui était probablement suspendu avec des rubans. On a d'autres rubans aussi, d'autres fragments de rubans qui montrent cet élément, mais on n'a pas la remise dans le contexte général. Donc on suppose qu'ils étaient positionnés à cet endroit-là. Voilà, donc un autre élément très altéré, donc c'est la plaque qui est en bas à gauche, qui permet d'avoir la succession, l'enchaînement entre la zone médiane et une zone supérieure, avec une séparation qui est matérialisée par une bande noire assez épaisse. La zone supérieure, on l'a estimée à une hauteur supposée. On a un enchaînement donc ce sont des filets verts kaki, qui sont traités très simplement et qui sont reliés par des petits points, qui donnent l'impression d'une imitation de grand appareil avec des joints en creux qui auraient été extrêmement schématisés, qui donnent cette impression-là de joints et de grand appareil. Voilà la composition générale. Associés à ces éléments, il y avait aussi d'autres plaques, qui comportaient la même mise en œuvre, mais à une exception près, c'était le revers avec une couche supplémentaire qui indiquait la provenance sur un autre type de support. Et vous voyez à droite des empreintes de latis qui sont assez importantes,
et qui indique probablement ces éléments en plafond. Donc il y a une guirlande circulaire qui est agrémentée de perles et pirouettes, et des éléments de bande aussi qui étaient perpendiculaires, pas perpendiculaires, justement obliques par rapport à un sens de dressage du plafond. Donc avec ces éléments qui sont très peu nombreux, on a schématisé un plafond qui par rapport à la localisation des fragments, qui ornait probablement l'espace quadrangulaire donc ce double espace. Donc voilà, on passe à autre chose. Donc là, on voulait vous rendre compte aussi d'autres ensembles qui n'ont pas été recontextualisés, et notamment une frise végétale qui a été posée sur des tubuli. Donc là, on a les revers aussi qui indiquent cet aménagement, mais qu'on n'a pas pu remettre dans le contexte de ces espaces. Voilà, d'autres éléments aussi qui ont fortement chauffé et qui correspondent à une technique mixte sur lattice, c'est-à-dire à la fois des reliefs et une composition colorée très graphique. Donc là, on peut voir le relief qui est en coupe, qui représente à peu près 3 à 4 cm en ressaut. Donc un bandeau courbe, des carrés à côté concave, des arcs, donc avec des perles et pirouettes, avec différents rayons aussi, donc impossible à combiner les uns avec les autres, vu les vestiges conservés. Des losanges, des triangles, et chaque fois un jeu de caissons, et aussi des bordures ajourées avec des demi-cercles séquents, des lignes de cercles et palmettes. Je passe un peu vite, on a beaucoup de choses à vous montrer. Donc la poutre à ruban ondé aussi faisait partie de ces éléments-là. Là, on a les reliefs atteignaient plus de une dizaine de centimètres. Vous avez la face et le profil qui permet d'avoir aussi le décor sur le profil de la poutre. Voilà, donc ça c'est complètement hors contexte. On a ce type d'exemple de plafond en relief. On n'en a pas énormément, donc on vous montre celui de la villa de Pully qui est aussi en attente d'éléments de comparaison. Voilà, donc on espère que le corpus s'agrandira et que on arrivera à comprendre surtout l'enchaînement de ces décors et de ces couches picturales. Donc voilà, le site a été couvert avec une structure légère qui permet à la fois le passage du public, les visites et une mise en valeur du site auprès d'un large public et des politiques aussi, et aussi bien sûr la conservation des peintures in situ et qui est suivie régulièrement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour la présentation de cette décor de la villa de Chiron.